Salut, c'est Bang de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un podcast avec Charlène. Donc Charlène, elle est hypno, elle est plein de choses, elle va un peu vous expliquer. Elle est à Dakar, donc au Sénégal, depuis quelques années, et elle est dans une démarche, une vraie recherche dans le soin par soi-même, une espèce d'autonomie, de bien-être, de mieux-être dans le quotidien. Donc elle a touché l'hypnose, des travaux psy, des travaux naturaux. Et petit à petit, elle est en train de mettre en place son propre système, déjà avant tout pour elle, pour ses enfants, et pour bien sûr compléter avec différentes choses qui peuvent être déjà faites. Et là, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu voir son état d'esprit par rapport à l'attention sur soi, comment elle perçoit le travail psychique, le travail physique, les liens qu'elle fait, et peut-être donner des astuces pour certaines personnes qui actuellement, peut-être pour X ou Y raison, ne vivent pas très bien ce confinement ou cet état actuel un peu spécifique. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter, Charlène? Oui, comme tu l'as dit, je m'appelle, oui, forcément Sharon. Je vis au Sénégal depuis plus d'une dizaine d'années, 12 ans, je crois. J'ai travaillé un peu dans un centre médical, j'accompagnais les personnes pour différentes thématiques. J'ai beaucoup étudié la naturopathie. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que j'étudie la naturopathie. Enfin, j'aime pas trop ce terme, c'est plus le fonctionnement du corps humain, comment on peut soutenir le système immunitaire, D'accord. des choses comme ça, des choses ça. Et là, donc je suis en congé maternité prolongé. Mmh. Donc j'en ai profité pour mettre en ligne des formations. Mmh. Donc sur l'auto-santé, donner des outils qui permettent tout simplement d'être autonome vis-à-vis de sa propre santé, mais surtout vis-à-vis de son mieux-être. Mmh. Donc j'appuie beaucoup là-dessus. L'hypnose, donc je l'utilise principalement en auto-hypnose pour travailler sur moi. Donc voilà. Tout à l'heure tu parlais de la théorie, je crois, je sais plus. Ouais, donc j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu. Et je me suis rendu compte, petit à petit, je suis arrivée plus vers une discipline sur la pratique. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que la démarche a vraiment évolué. Et ouais, sur l'auto-santé, en fait, c'est vraiment là, avec la pratique, que j'ai pu aller un peu plus loin. Quelle différence t'as vu à partir du moment où t'es passé de la théorie à la pratique? On en parlait tout à l'heure sur un autre podcast, où je disais l'un des problèmes qu'on a souvent, c'est que les gens peuvent rester des années sur des théories et que moi, par exemple, je suis un pur empirique et tu peux me dire n'importe quoi tant que je le vois pas sur le terrain, tant que je le teste pas, tant que je l'ai pas mis en pratique, j'y adhère pas. En fait, je n'adhère que ce que je vis en empirisme. Toi, comment ça s'est passé ce mismatch ou au contraire ce match qu'il y a eu entre la théorie et la pratique? Comment tu as mis ça en place et qu'est-ce qui t'a motivé à un moment à te dire, ok, là, étape par étape, je vais commencer à mettre en place quelque chose pour moi, pour mon mieux-être, pour un développement de soi-même au travers de ce bien-être? Alors au début, quand j'ai mis un pied dans le mieux-être, dans la naturopathie, j'ai eu une sorte de boulimie de l'information. J'allais Mhm. chercher partout le fonctionnement des plantes, vraiment ça a été assez loin en fait dans ce que je recherchais. Et je me suis rendu compte, enfin pour moi personnellement, que tout ça en fait ne servait pas vraiment. C'était intéressant, mais à quoi ça me servait d'avoir toutes ces informations si je les mettais pas en pratique? C'était une connaissance qui finalement, même si ça me coûtait une fortune en formation ou autre, je ne pouvais pas en faire grand-chose. Voilà, quand on me posait des questions, ouais, j'étais capable de répondre, mais pour moi, je ne voyais pas encore l'amélioration, mis à part que quand j'ai mis le pied dans la naturopathie, j'ai arrêté de fumer. Parce que c'était D'accord. pas cohérent de commencer à fumer, de commencer, tu vois, Mhm. c'était pas cohérent de commencer la naturopathie tout en étant fumeuse. C'est pas cohérent. Et qu'est-ce qui a motivé la mise en pratique? Ok, tu t'es gorgé d'informations, tu as pris plein d'infos. Alors déjà, quelle a été la raison et le fait que tu aies eu besoin de prendre autant d'informations avant de passer sur de la pratique? Parce que c'était un gros virement, un gros changement pour moi. C'était vraiment un virage. J'étais fumeuse, je commençais ma journée le matin avec du Coca Zéro. Enfin, tu vois, c'était pas un équilibre de vie super. Donc, je pense que j'ai eu besoin d'avoir beaucoup d'informations pour ensuite, moi, faire le tri et voir ce qui me correspondait.
Donc, et après, petit à petit, ouais, j'ai testé. Alors au début, c'est vrai que j'ai un côté passionné, je suis partie où j'ai tout fait, tout appliqué, une nourriture très, un peu stricte. Et puis je me suis rendu compte avec les années que c'était pas ça qui correspondait, enfin du moins qui me correspondait. Mhm. Et en allant sur des petites choses facilement accessibles, j'ai vu vraiment une amélioration, mais ça a été un cheminement. C'était pas du jour au lendemain. Sur la pratique, par exemple, je me suis dit au début, je pensais non, la pratique, c'est la discipline, c'est pas pour moi. J'ai pas un caractère, tu sais, j'aime bien aller voir un peu. J'aime pas trop la routine en fait. Donc c'était assez difficile pour moi de me dire tous les jours, je vais faire la même chose à la même heure. Alors je m'en suis rendu compte que je pouvais avoir une discipline sans forcément avoir une discipline de rêve. Je Mhm. pouvais faire quelque chose tous les jours, mais bah, des fois je le fais le matin, des fois je le fais le soir, des fois. Et petit à petit, en m'autorisant finalement une certaine liberté sur le choix de l'horaire, ça m'a permis bah, d'être régulière. Et puis au fur et à mesure, je vois que je suis régulière aussi sur les horaires. Parce que Mhm. c'est pas quelque chose que je me suis imposé. Ouais, Donc, t'as ajusté au fur et à mesure des cadres. Au départ, ce qui pouvait être problématique, c'est de te dire que le cadre serait trop restrictif par rapport à une tranche horaire ou à des choses spécifiques. Et au bout du compte, en ouvrant le cadre, tout en se disant, je vais quand même tenter de le faire une fois par jour, tu te retrouves dans le fait d'accepter le cadre et après de pouvoir, et d'un certain point de vue, revenir sur un cadre plus petit qui te permettra d'aller jusqu'au bout de ta démarche et peut-être d'un point de vue temporel, te retrouver dans les mêmes périodes horaires, c'est ça? voilà. Et j'adapte aussi en fonction des périodes de la vie. Il y a des moments où j'ai un peu moins de temps pour moi. Donc j'adapte aussi. Mais j'ai remarqué que je gardais ce lien avec la discipline et avec la pratique. Hmm. Quand t'as étudié, tu as commencé à pratiquer. Qu'est-ce que tu as commencé à pratiquer? Quelle a été la première chose où tu t'es dit, tiens, j'ai de l'info, tiens, j'ai fait des formations. Sur quoi tu as commencé à réellement modifier des schémas et des modèles que tu avais dans ta vie de tous les jours? Ça a été quoi au niveau alimentaire? Ça a été au niveau sportif? Ça au niveau intellectuel? Ça a été au niveau psychologique? C'est à quel niveau que tu t'es dit, tiens, mon premier pas, je le fais sur ça. C'est ça que je vais d'abord mettre en place. Ça a été le sport, après Ouais. l'alimentation, après l'arrêt du tabac. Et après, j'ai été dans une démarche plus sur le mental. D'accord. Qu'est-ce que le sport, donc j'imagine que dans ton cheminement bien-être, c'est quelque chose qui a été important. Je pense que c'est quelque chose que tu peux proposer aux gens. Qu'est-ce qui a, ça a démarré quoi le sport à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça a mis en route? Parce que c'est vrai que c'est très cohérent, en tout cas moi qui aime le sport, de dire tu fais du sport et à un moment tu te dis si je veux optimiser ou si je veux être mieux ou si je veux me sentir bien, l'alimentation c'est toujours quelque chose qui va être hyper connexe au sport. Toi, comment ça s'est passé en interne? Tu t'es dit, tiens, j'ai étudié des choses et tu t'es dit, je pars vers une activité physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, ça n'a pas du tout été dans ce sens-là. Ça a été Hmm. très terre à terre, très bénéfice. À ce moment-là, l'image du corps était très importante pour moi. Hmm. Donc ça a été très simple. Arrêt du tabac, possibilité de grossir hors de question. Je fais du sport. D'accord. Donc, tu as anticipé les conséquences potentielles de l'arrêt du tabac en commençant à faire du sport en amont, c'est ça? Ouais. Hmm. Et à partir de là, donc tu t'es dit, maintenant que je fais du sport et que logiquement je vais pouvoir gérer mon poids ou autre, quoi, où je vais déjà pouvoir rester dans une condition physique adéquate, je vais travailler à ce moment-là sur mon alimentation, c'est ça? Non, ça n'a pas vraiment été comme ça. Donc Ça c'était a quoi? été le sport, l'arrêt du tabac et après l'alimentation est surtout venue avec mon fils. D'accord. Parce que c'est le bénéfice que je recherchais, c'était d'apporter une alimentation de qualité à mon fils. Mhm. Ça a Pour quelle vraiment été raison? le déclic, en fait. Pour quelle raison? Bah, tu te dis, tiens, il lui faut quelque chose de qualité ou moi, je me le donne pas forcément. Une connexion à mon corps que m'a apporté l'allaitement. Ah, intéressant. Tu peux en parler? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'allaitement? Quelle image tu as de l'allaitement? C'est intéressant parce que c'est un sujet qui parfois est un peu tabou. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont spécialisées dans l'allaitement de plein de manières et qui vraiment est quelque chose qui mettent en avant. Qu'est-ce qu'avec l'allaitement, tu as capté, compris
de ton corps, de son corps et de ce rapport à l'alimentation? Alors, c'est assez amusant parce que l'allaitement je pense, ça a été une porte pour me connecter à une partie primitive de moi-même, la partie Mhm. vraiment animale en fait. Et je me rappelle à l'époque, j'avais tu sais, les babyphones là où tu entends le bébé qui pleure. Et j'ai une amie qui me dit, parce que c'est vrai qu'au Sénégal, il y a ce côté où euh, il y a le rapport au corps qui est intéressant quand même. Et j'ai une amie qui me dit, mais t'as pas besoin de ça, tu le sais dans ton corps si ton bébé va se réveiller. Et donc là, bon, ça rentre dans des domaines assez, assez féminins, quoi. Mais je me suis connectée à mon corps et c'est vrai que j'ai su. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis vraiment connectée à une partie primitive de moi-même à ce moment-là. Mhm. Et puis pour moi, une préparation Le- quelque part. Parce que ouais. c'était un accouchement par césarienne, donc c'est quelque chose de très médical. Ouais. Et l'allaitement m'a permis de me reconnecter à cette partie plus naturelle. Mhm. Et T'as eu l'impression que l'allaitement était aussi une réparation du côté médical qui a été proposé, c'est-à-dire tu refais quelque chose d'hyper naturel, d'hyper connecté, d'hyper primitif. ouais, ça a été difficile parce qu'après une césarienne, c'est très compliqué, hein. Mais Mhm. bah, le côté persévérance, donc ça m'a mis un autre rapport à la maternité, au rapport avec mon fils aussi. C'était assez fort. Et ça m'a permis de voir bah, que dans notre corps, il y a toutes les ressources, en fait. Il y a Mhm. les ressources pour donner la vie, il y a les ressources pour nourrir. Le corps de la femme, il est quand même extraordinaire. Enfin, le corps de l'homme aussi, hein, mais nous, on a quand même la vie qui passe à l'intérieur, donc c'est Mhm. intéressant. Et en fait, je suis vraiment sortie du côté peut-être automatique et superficiel, je pense, au travers l'allaitement, au travers la maternité, pour revenir à des choses plus essentielles. C'est là que j'ai commencé à enlever, bon là on rentre dans des rapports très, tout ce qui est alimentation industrielle, j'ai voulu aller vers quelque chose de plus naturel, c'est là que je me suis intéressée à comment les plantes elles poussent, pourquoi on a besoin de produits phytosanitaires, pourquoi, donc après en étant au Sénégal, le côté aussi indépendance, Bien sûr. c'est une connaissance qui permet d'apporter une certaine liberté. Donc ça a été dans une démarche après réflexion qui rentrait dans mon cadre, mon propre cadre de réflexion, ma façon de fonctionner. Et petit à petit, après, comme une graine, en fait, ça s'est développé, quoi. Est-ce que justement, tu as vu au Sénégal des façons d'être avec le corps, des façons d'être avec le rapport d'alimentation ou de retour à la nature que tu as intégré dans ton système des choses où tu t'es dit, tiens, c'est vrai que ça, d'un point de vue, bah, comme on n'a pas besoin d'un babyphone à la base, je pourrais ressentir, percevoir, entendre mon enfant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as intégrées en te disant, tiens, ça c'est des choses que dans notre culture occidentale, on a peut-être mis un peu trop de côté et que tu as retrouvé peut-être sur le Sénégal, bien que Dakar soit une grande ville et qu'il y a beaucoup de choses très occidentalisées. Alors, le Sénégal, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ouais, Il y a une corniche en ville, en fait. d'accord. Et qui va vers ces heures-là, hein, 17h à 18h. Tu as tout le monde, tu as beaucoup de gens sur la plage qui font du sport. Ça fait partie. Alors, je dis pas que tout le monde en fait, hein, ce serait généralisé. Mais c'est vrai que le rapport au corps, il y a quand même le sport, que ce soit la marche, que ce soit des petits exercices musculation, La lutte. c'est quand même assez ancré. Les femmes font beaucoup aussi travailler sur le périnée, chose qui n'est pas trop connue en France, ou alors on va le faire, mais avec des thérapeutes. Ouais, tout Donc, à fait. Ouais. c'est pas des auto-entraînements. Enfin, Hum. et, donc ça, après, l'alimentation, c'est un peu comme en France, hein. C'est pas tout le monde qui a une bonne alimentation. Il y a Bien beaucoup sûr. d'huile, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de diabète au Sénégal. Ouais. Donc ça, c'est un peu partout, tu vois. Hum. Il y a une différence entre la pratique entre guillemets ancestrale Ouais. et la pratique bah, de la vie de Du tous les quotidien. jours. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui est logique. Donc, du moment où tu as donné le sein, que tu as allaité le petit, prise de conscience de la machine extraordinaire que tu étais et que le petit est, donc de ce tout, tu avais déjà commencé. En gros, est-ce que c'est le moment qui t'a mis dans la pratique, dans le fait d'habiter
ton système de bien-être, ton système de mieux-être. C'est ce moment-là qui t'a vraiment fait dire, ouais, c'est clair, j'ai plein de connaissances par les écoles que j'ai fait, par les bouquins que j'ai lus, etc., etc. Mais là, d'un coup, je l'investis, je suis dedans et je le vis. Est-ce que c'était vraiment un moment clé pour ta démarche perso et puis pour ta démarche après de partage? C'est amusant parce que je t'entends dire habiter. La démarche, c'est vraiment, l'allaitement a été le déclic où j'ai vraiment habité mon corps, en fait. Mmh. Alors, peut-être avant, c'était un épisode de douleur, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la volonté de maîtriser mon corps, en fait, de pas être. Euh, de mieux le connaître. En fait, je me suis rendu compte que j'ai été dans une maternité sans connaître le fonctionnement de mon corps. Et donc, Mmh. comment je pouvais être active si je ne savais pas comment ça se passait, comment mon corps fonctionnait, tu vois. Et l'allaitement, je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais c'était vraiment primitif. Et ça m'a permis, de par les sensations, d'habiter mon corps. Ouais. Mmh. Et donc, à partir de là, prise de conscience, prise de bah, retour à ton centre. Et à ce moment-là, tu t'es dit, tiens, je vais chercher, je vais enlever ça qui est pas naturel, ça qui est trop industriel, ça qui est trop comme ci. Et tu as commencé à développer tout ton process à partir de là. C'est ça? Non, là, j'ai été dans les extrêmes. J'ai D'accord. été dans ce qu'on appelle, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est l'orthorexie ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais j'arrivais au supermarché, je ne savais plus ce que je pouvais acheter. D'accord. Genre, je repartais presque avec un caddie vide parce que ça Mhm. c'était pas bon pour les hormones, ça c'était pas Mhm. bon. Donc, j'étais vraiment dans l'extrême et à la fin, j'avais plus grand-chose à manger en fait. Je savais plus quoi manger. C'était très compliqué parce que c'était une source de stress. Ouais. Donc le trop de connaissances, à ce moment-là, il a fait ouch, pas Mm. bon, bug dans la pratique. Je Ouais. connais trop de choses, donc je bug à un moment donné. Ok. Et alors, comment t'es sorti de ça et comment donc après t'as commencé à équilibrer ça? Comment je suis sortie de ça? Alors à ce moment-là, j'étais directrice marketing et en fait, c'était beaucoup de stress, beaucoup de travail, donc c'était pas non plus cohérent avec une pratique comme ça. Le deuxième déclic, ça a été. Alors à ce moment-là, j'étais encore fumeuse. Je n'ai pas fumé pendant ma grossesse, pendant l'allaitement non plus. Mais d'ailleurs, j'ai repris parce que j'ai arrêté l'allaitement parce que je voulais reprendre la cigarette. Ah, intéressant. Au bout de 6 mois, ouais. Donc tu étais Euh, à l'écoute de ton corps, mais là ton corps il disait Mouah, donne-moi une garo. Alors ouais. intéressant parce que je sais pas si tu as vu le podcast qu'on a fait avec Katie qui disait que c'est 3 mois pour que l'addiction physique hein, en tant que telle parte au niveau de la clope, elle en addicto tabac. C'est Euh, intéressant. Moi, je pensais que c'était 3 jours au niveau Ouais, non, non. physique. Alors justement, Ah, 3 semaines. On en a papoté, et elle disait non, non, physiquement, c'est 3 mois. Ça veut pas dire que si t'en reprends une, tu vas être out, quoi, tu vas à nouveau redévelopper les trucs. Mais elle expliquait, c'est par rapport aux récepteurs. Au bout de 3 mois, ça revient à un nombre de récepteurs plus bas, et donc tu vas plus être dans l'addiction potentielle que tu peux avoir de la clope. Donc 3 jours, on en a parlé. Je te refilerai le podcast, mais j'avais trouvé que c'était intéressant parce qu'elle recadrait justement ça. Moi aussi, j'étais pareil. Je me disais, mais en 3-7 jours, je croyais qu'on n'était plus addict et tout. Elle dit, ah non, c'est plus compliqué d'un point de vue physio. Donc 3 mois en général. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu dis au bout de 6 mois, tiens, envie de cloper. Donc, Pas plus parce il y avait eu la grossesse aussi. ouais, exact. Ah ouais, donc logiquement, en termes de besoins physiques, tu ne l'avais pas. Non, mais j'avais pas pris la décision pour moi. Tu vois, c'est encore ça, Mmh. c'est très snow, hein. La décision doit être prise par Bien toi. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'était pas pris pour moi et j'avais envie de retourner à ma vie d'avant quelque part, tu vois. Donc ma vie d'avant, je la concevais pas sans cigarette. J'avais jamais imaginé que je pouvais être non fumeuse. Tu fumais depuis l'âge de quel âge? Quoi, Oh, depuis quel âge? j'ai commencé à 15 ans. Ah ouais, ouais, petite choupette, ouais, d'accord. Ok, comme beaucoup d'ados en fait. Mm. Ok, et donc une fois que tu as arrêté de fumer, tu t'es arrêté de fumer donc sous quel process? Quel process s'est passé dans ton retour intérieur?
Alors, est-ce que ça a été prémédité, préparé à l'avance? Je sais pas. Quand j'ai commencé à fumer, je me rappelle, je disais souvent, j'arrêterai de fumer avant 30 ans. À Mhm. 30 ans, j'arrête de fumer, tu vois. Donc, je sais pas si à ce moment-là, je me suis conditionnée, je sais pas. Mais j'ai une amie qui avait arrêté de fumer avec un livre que je recommande souvent, hein, le livre d'Alen Carr. Je sais pas si tu as Mhm. entendu parler. Bien sûr. Et je l'ai acheté et il était dans le placard pendant je sais pas combien de mois. Je la vois, elle me dit, Charlène, c'est magnifique, j'ai fait ce livre, je ne fume plus, ça fait 3 jours, enfin, elle était vraiment, elle vendait le truc. Et je dis, bah, écoute, ouais, je vais le lire. Et je ne l'ai pas lu tout de suite. Je suis juste ressortie. Et un soir, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour moi, pour mes poumons. J'ai eu mal, en fait. J'ai eu du mal à respirer. Et en tant que maman, à ce moment-là, j'étais maman célibataire. Donc voilà, tu commences à flipper, tu dis, ouais, mon fils et tout. Enfin, donc, ça a été le déclic. Hmm. Ça a été le déclic, mais donc j'ai lu le livre. Et à la fin, alors je me disais pas que j'allais arrêter de fumer en lisant le livre, hein. J'ai lu le livre, ok, il dit de fumer la dernière cigarette, j'éteins la cigarette, sans trop y croire, mais je fume quand même jusqu'à la fin au cas où, tu vois. Vraiment jusqu'au la dernière, celle qui brûle un petit peu. Et j'éteins la cigarette et je me suis dit, bon, je jette tout parce que là, demain, je vais oublier, je vais rallumer la cigarette. Et j'ai tenu comme ça. J'ai commencé ma journée. J'ai commencé par ranger parce qu'il fallait que je sois dans l'action. C'est intéressant d'ailleurs le rangement quand tu arrêtes de fumer parce que il y a une sorte de rite de passage, tu vois. Hmm. Hmm. Donc, je me suis débarrassée de ce que j'avais plus besoin. Tout ça, ça me permettait d'être active. Et après, je suis partie en voyage pas longtemps après. Donc, le fait de changer de cadre aussi, de plus être dans les habitudes. Bien sûr. Et j'ai arrêté de fumer comme ça, en fait. D'accord. Et, Alors, après, et, toi, au niveau. Ouais. Non, c'est pas comme ça, excuse-moi. C'est une amie qui m'a aussi. Alors, j'arrête de fumer, je sors, et là, on me dit, j'ai une amie qui me prend un petit peu, puis qui me dit, ouais, bah, jusqu'à quand, quoi, tu vois, jusqu'à quand? Et ça a été un peu le côté défi, tu vois, Bien défi sûr. vis-à-vis de moi-même. Moi, je sais, j'arrête de fumer, et voilà, c'est un conditionnement. Donc, je pense que ça m'a aidé un peu à tenir aussi. Le D'accord. fait d'avoir des amis qui avaient, mon oncle aussi qui est venu, d'avoir l'exemple que c'est possible d'arrêter de fumer. Hmm. Mon oncle et ma tante, ils Intéressant. avaient arrêté alors qu'ils c'était des gros fumeurs et je les avais revus alors que ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et ça a été aussi un des déclics de se dire c'est possible en fait. Parce que Hmm. quand on fume, on a du mal à s'imaginer non fumeur. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bah comme beaucoup d'addictions, beaucoup de comportements qu'on a, où on se dit mais je pourrais pas vivre sans, alors qu'en fait, le confinement, par exemple, montre à beaucoup de personnes qui pouvaient pas vivre sans, mais en fait, ils vivent sans. Notamment. Quand on n'a pas le choix, il y a des moments, on vit très bien sans. Ok, et alors, après, comment tu as commencé à développer donc, ta mise en pratique de ta pratique d'auto-soin pour en arriver à vouloir le partager? Ça a été quoi le cheminement qui a été mis en place après? Donc, on voit que petit à petit, c'est intéressant, tu habites de plus en plus justement les choses. C'est-à-dire que c'est pas simplement. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Tu lis le bouquin, donc qui est une séance d'hypnose qui est vraiment bien foutue de care. Euh, Tu mets en plus des actes symboliques, donc ça remet dans la matière, entre guillemets, dans l'action. La notion de ranger après est intéressant, notamment pour ça, parce qu'on est à nouveau en train de réhabiter la démarche et on n'est pas juste en train de se dire je suis non-fumeur, j'arrête de fumer, c'est ma dernière clope. On crée quelque chose qui va être des actes symboliques et qui en plus nous fait valider dans un terrain du réel et pas dans un terrain qui est que dans la tête l'acte et le fait, ce que certains appellent des actes symboliques. Donc après, comment toi comment ça s'est développé cette idée d'auto-soin, d'auto-attention? Alors l'auto-soin, ça fait pas longtemps. Ça D'accord. fait pas longtemps par rapport à tout ce cheminement, hein. Hmm. J'ai Cette, donc pardon, ouais. ouais, cette maturation, elle a duré combien de temps? Parce que là, tu viens d'avoir la deuxième petite puce, là. C'est une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ok. Mm. Une dizaine d'années avec une accélération, je pense, ces 3 dernières années, 3, 4 dernières années, ouais. D'accord.
Ouais, le temps quand même que ça mûrisse, que tu mettes. Pendant ces 10 années, tu as mis quand même en pratique. C'est là où tu as été dans tes extrêmes, c'est là où tu as testé, c'est là où tu as pu voir ce qui te convenait, convenait pas, ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas, etc. Tu suivais à la lettre, puis après tu arrêtais. Comment ça se passait ces 10 années-là? Moi, je marche beaucoup par déclic, en fait. Je vais un peu sur les extrêmes, en fait. Donc, quand ça a été vraiment une source de stress. Quand j'ai vu que l'alimentation, en fait, même quand après, bon, je pouvais aller dans un supermarché en prenant quelques petites choses qui correspondaient pas forcément à mon idéal, mais si tu vois, je passais des heures en cuisine. Alors que j'aime pas. Alors j'aime, c'est bizarre parce que j'aime pas cuisiner, mais j'aime pas cuisiner avec des recettes, tu vois. Et je passais des heures à préparer des recettes, à préparer le repas de la semaine, tu vois. Là, ouh là, là, c'était. Et en fait, toute cette pratique, elle me stressait. Elle me stressait. Et le déclic, ça a été quand j'ai donc arrêté. Donc là, deuxième virage, changement de filière professionnelle, Mhm, mhm. où bah, je me suis dit, OK, là, je vais me lancer. Ça fait plusieurs années que j'étudie. Je quitte mon emploi et je crée quelque chose de nouveau. Ça a été un deuxième déclic parce que tu peux pas recommander des choses si tu les testes pas. Mhm, C'est mhm. logique. Donc, bah, petit à petit, j'ai commencé à faire des tests, à regarder. Et j'étais encore beaucoup dans le conseil à ce moment-là. Beaucoup dans le il faut. Il faut manger comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et bah, pareil, c'est une source de stress. Et après, le troisième déclic, ça a été le travail sur moi. Donc, l'approche plus psychologique, plus accepter qu'on n'est pas parfait, tu vois, ce Mhm. côté de vulnérabilité, d'aller chercher à l'intérieur de soi, qui m'a permis une réconciliation avec moi-même. Mhm. Pas forcément de m'aimer, mais de m'accepter déjà, tu vois. Mhm. Et ça a été un déclic. D'accord. Et de là, donc, tu as vu ta pratique d'accompagnement évoluer à ce moment-là aussi? Est-ce que tu as vu des changements dans ce que tu mettais en place au quotidien dans ton travail? Complètement. À l'époque, j'étais dans le script, tu sais, Mhm. lire l'histoire à la personne qui est allongée, Donc là, sur quand les il sessions était quelque d'hypnose? chose. Ouais. Bah après, ça peut correspondre parce que Bien sûr, ça rend des services à certaines personnes, tu vois. Je bien suis sûr, bien pas, sûr. le but, c'est pas de dire c'est bien ou pas, tu vois. Mais Bien sûr. maintenant, avec mon recul, moi, je vois ça comme une infantilisation de la personne, dans le sens où bah, la personne n'est pas autonome. Elle repart du cabinet, elle ne sait pas comment aller mieux. Ou même si tu lui apprends l'auto-hypnose, on est rentré quand même dans une démarche où bah, la personne fermait les yeux, elle était passive, tu vois. Et Mhm. maintenant, je suis plus dans une démarche active, autant vis-à-vis de moi-même. Du coup, bah, forcément, si moi je suis dans cette démarche-là, je vais moins facilement aller dans une démarche passive vis-à-vis des personnes qui viennent me consulter, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais, ma pratique évolue en même temps que moi, en même temps que ma pratique personnelle aussi. Quand je Mhm. parle de ma pratique, c'est ma pratique avec les personnes qui viennent me consulter, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, tu en es arrivé donc, depuis ces dernières années à t'orienter vers de l'auto-soin. Quel est l'objectif pour toi de l'auto-soin? Quel est l'objectif de justement de s'autonomiser, de devenir indépendant, de justement ne plus être passif par rapport à des idées? Qu'est-ce que tu proposes maintenant dans ta démarche? Alors, j'ai eu, tu- euh, je vais plus regarder ce que je veux éviter, en fait. Tu vois, Mhm, quand tu me dis ça, c'est plus ce que je veux éviter qui me vient à l'esprit. Mais il y a cette notion de liberté qui m'intéresse. Cette notion de découverte aussi, j'adore le fonctionnement, savoir comment les choses fonctionnent, mon corps, comment il fonctionne, comment. Donc, il y a aussi la passion, je pense, derrière, mhm. l'exploration. Et je trouve ça intéressant parce que j'adore les voyages. J'adore découvrir les. Bon, avant c'était les gens, maintenant c'est plus les paysages, mais j'aime quand même encore découvrir les gens. Hein, euh, et je trouvais ça intéressant d'aller explorer à l'intérieur de soi-même, Mhm. autant la partie mentale que la partie corps aussi. Et alors j'ai oublié la question. Donc, globalement, qu'est-ce que tu mets en lumière dans l'auto-soin? Qu'est-ce que tu vas chercher à partager avec les gens dans l'auto-soin?
Quelle est ton intention derrière l'auto-soin? Alors moi, il y a toute une démarche en même temps derrière, un peu, je ne vais pas dire revendication, mais pour moi, c'est vraiment la liberté, hein. Donc tu C'est, cherches à ce que les personnes se libèrent de quoi? alors pas qu'elle se libère, parce que c'est plus moi, tu vois, je vais le tester sur moi, et puis si ça peut correspondre aux gens, tant mieux, tu vois. C'est pas chercher à imposer quelque chose. Mais moi, ça me permet parce je parlais tout à l'heure d'évitement, ça me permet tu vois, le corps médical, par exemple. Pour moi, c'est plus quelque chose qui vient en dernier recours. Donc, de quelle façon je peux suffisamment prendre soin de mon corps pour ne pas avoir recours à la médecine? Mhm, mhm. C'est plus de Oui, la un peu comme on pourrait l'avoir dans les idées ayurvédiques ou dans les idées d'accompagnement de médecine chinoise. Ouais, mais tu vois, même la médecine chinoise, ça va venir s'il y a un problème. Mhm. À la base, initialement, c'était pour éviter que tu ailles chez le médecin. Alors, ouais, oui, c'est vrai, initialement. Et après, ça s'est transformé, enfin, transformé, non. Il y a la médecine quotidienne pour soi Mhm. et la médecine chinoise qui Faites demande par des des années praticiens, d'études et voilà, qui demande la pratique des plantes ou autres. bien sûr. Et, euh, et tu vois, enfin, j'en reviens à la naturopathie. Au début, j'étais plus dans cette démarche de vouloir être expert, de tout chercher, les plantes ou autres, mais j'avais même pas la base, j'avais pas la pratique et l'automédecine, enfin, médecine entre guillemets, hein, mais l'auto-soin, je l'avais pas sur moi. Donc, et Mhm. en fait, en pratiquant ça tous les jours sur moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on peut éviter. Et ça va encore plus loin parce que là, mon deuxième accouchement a été aussi pour moi révélateur. C'est que c'est plus seulement le corps médical, mais c'est tout ce qui vient dans le soin. Avant, j'allais voir l'ostéopathe. Là, je veux plus aller voir, tu vois. C'est alors, enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir l'ostéopathe, non, hein, enfin, je trouve ça bien et tout. Mais moi, dans ma démarche personnelle, Parle en amont, c'est-à-dire que tu t'autonomises à un certain niveau et si tu ne peux plus par toi-même, aller voir les experts compétents pour. Mais initialement, ta démarche, elle se passe en amont, c'est-à-dire avant même d'avoir besoin d'un ostéo, d'un kiné ou du corps médical, te dire, tout en amont, c'est ma responsabilité, mon travail, ma liberté, de prendre attention à mon esprit et à mon corps au mieux pour éviter justement d'aller dans ces démarches, c'est ça? ouais. Tu vois, juste après mon accouchement, j'ai été voir une ostéopathe, donc très bien, qui a fait ce que moi, je pouvais pas, enfin, j'avais pas les connaissances pour le mettre en place. Mais je me suis dit après, qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer les choses? Quel exercice je peux pratiquer? Donc, ça a commencé et ça a été alors je sais plus à combien de déclics j'y suis, mais je crois que c'est le troisième ou quatrième. Quatrième, hein. Euh, et du coup, ça a été de faire des petits exercices moi-même. Et le fait de voir les améliorations, alors tu es dans une démarche au début où j'étais très limitée dans mes mouvements. Je suis toujours un peu en rééducation, tu vois, j'ai pas retrouvé ma mobilité que j'avais avant. Mais en faisant des exercices tous les jours, plusieurs fois. Alors au début, j'ai commencé par 5 minutes par jour, après 15 minutes une fois par jour, après 15 minutes deux fois par jour. Et de temps en temps, c'est 45 minutes par jour. Des fois, j'ai moins de temps, c'est moins. Tu vois, ça s'est mis petit à petit. Et je vois les améliorations, je vois une bienveillance aussi qui s'installe. Hmm. Et maintenant, je mets beaucoup, donc je travaille aussi beaucoup en auto-hypnose, une fois plusieurs heures par jour, mais des fois moins, tu vois. Mais j'ai remarqué que quand je fais un travail mental et que je vais l'accompagner par un travail au corps, ça va plus vite. Non. Je sais pas, il y a parce que le corps est aussi une porte pour Hmm. aller vers le mental et je trouve ça intéressant. Il y a plein de, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont engrammées, c'est une passerelle qui est intéressante, le Hmm. mental et le corps. Bah, on revient à la notion où aujourd'hui l'hypnose est parfois trop passive, il faut revenir dans une notion assez active. Dans la cartographie qui va être hellmanienne, on va avoir conscient, subconscient, inconscient. Dans beaucoup de logiques d'hypnose, c'est conscient, inconscient. Moi, j'aime bien la cartographie tridimensionnelle parce qu'on a cette côté très logique, analyse, l'autre côté émotion, sensation, perception, et derrière, dans l'inconscient, tout ce qui est lié au corps. Et je trouve que tout ça, c'est intéressant. Pour moi, il y a cette notion, cette triptyque qu'on retrouve dans les centres, qu'on retrouve dans plein de choses, qui, pour moi, a du sens à bosser, justement, et pas se dire, ah, même si je fais de l'auto-hypnose, c'est que ma tête. Non, c'est que ma tête, et après, je peux faire des actes, ou je peux faire des transactives, ou je peux faire, il y a plein de démarches,
mais ramener les 3 éléments et pas juste dire « Ah, j'ai été que dans le subconscient » ou « Ah, je suis que dans la réflexion » ou « Ah, je suis que dans mon corps ». C'est ramener justement des connexions. Donc, c'est plutôt vers cette démarche-là, toi, que tu progresses et tu chemines actuellement, c'est ça? Ouais, parce que je l'ai découverte à travers toi, ta pratique, tu vois, ce trio, et je l'ai mis, ouais, je le mets en pratique. Et je trouve ça intéressant de le voir comme ça, ouais. Le Mm. voir et de le pratiquer comme ça. D'accord. Si tu avais un conseil, 2 conseils là, à donner aux personnes actuellement qui alors, ont du temps ou pas, parce qu'on sait qu'il y a les enfants, il y a aussi le télétravail, il y a du stress et autres, pour justement être 2 petites choses d'auto-soin que les gens pourraient faire, comme on sait, en prenant peu de temps, mais quand même un temps de retour vers soi. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Sur quoi 2 axes comme ça que tu leur proposerais, ça serait quoi? Aux gens là, aujourd'hui, dans le contexte, dans le cadre du confinement mondial, quoi, en tout cas national et international. Alors, tu vois, le conseil va me déranger un peu parce qu'on a tellement de conseils en ce moment que ça sature un peu, tu vois. Mhm. Mais j'irai plus vers la bienveillance, tu vois. Déjà commencer par accepter qu'on n'est pas parfait, que même si on met pas des choses en place, ça peut être de mettre juste un petit 5 minutes par jour, tu vois. Mhm. Juste on prend, alors ça c'est de la méthode Silva, hein, je crois que j'avais lu. Elle donne une petite phrase que je trouve sympa, c'est on prend le temps, alors je sais plus comment elle dit, mais on prend chaque jour un peu de temps pour se brosser les dents, pour voilà, s'habiller et tout. Et de rentrer une démarche, par exemple, juste de faire un massage, juste une pause, par exemple, d'huile végétale sur soi, tous les jours. Ça prend 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes en fonction, voilà. Juste ou un petit automassage, ou juste quelque chose qui permet de se dire, OK, tous les jours, je suis capable de m'apporter un moment, ne serait-ce que 2 minutes, pour moi, pour mon bien-être. Mhm. Mhm. Donc, pas forcément commencer sur je veux faire du sport, je veux faire 40 minutes, je veux faire 20 minutes, tu vois, ou ben, ça me fait penser, je rigole parce que ça me fait penser à tes audios, mais pas tes audios, mais les vidéos là, que tu as partagées. Ouais, en ce moment, il y a plein de coachs aussi, donc c'est juste de prendre un petit truc parce qu'il faut qu'il y ait du plaisir aussi. Il ne faut pas que ce soit Ouais, juste une marche. faut surtout pas que ce soit des temps challengeants. Faut que ce soit des temps bienveillants. Et c'est la grosse différence, c'est que souvent les gens ils se disent, je vais me challenger à faire quelque chose, mais on ne le tient pas si on se challenge, parce que, enfin, hormis si on est un gros compétiteur, etc., mais de manière générale, tu te fais chier au bout d'un moment. Surtout le challenge, il est contre personne, donc tu t'emmerdes encore plus. Par contre, l'instant bienveillant, c'est bah, je tiens 5 minutes, c'est cool, 10 c'est cool, 15 c'est cool, une demi-heure c'est cool, 40 minutes c'est cool, ou 2 heures c'est cool. C'est en fonction, mais tant que c'est bien, et tu peux faire un jour 30 minutes et 5 minutes le lendemain. L'important, c'est non pas d'être dans le challengeant, mais dans le bienveillant. Ce qui est vraiment deux cheminements différents, mais qui nous ramène à quelque chose que tu pointais tout à l'heure, l'écoute davantage de soi-même et mettre en pratique cette écoute. Pas juste rester là à se dire, bon, je vais passer du temps à m'écouter. Non, non. Mets quelque chose en place physiquement par une relaxation d'auto-hypnose, méthode Silva, on s'en fout du nom, par un travail qui peut être aussi corporel à un moment donné, ou qui réunit les trois. Tu vois, tu peux te masser et juste penser à du bien-être, à de l'attention sur toi. Ça reprend les différents points. Mais pour moi, ça doit aussi passer par le plaisir. Tu Ouais. vois, c'est par exemple l'huile. Par exemple, moi, j'utilise l'huile de rose, tu vois. L'huile de rose, rien que l'odeur de la rose, ça m'apporte un plaisir. Donc, tu vois, le fait que ce soit associé bienveillance plus le plaisir, c'est une motivation supérieure, enfin une motivation de plus. C'est comme le sport, tu vois, il faut que le sport, il me fasse plaisir. Bien sûr. Faire le sport et c'est chose que j'ai commencé hein, quand j'ai préparé l'arrêt du tabac, je faisais du sport, mais tu sais, en salle, genre les machines et tout, c'était pas du plaisir. Et Mm, quand j'ai commencé des pratiques où vraiment je prenais du plaisir, si tu te poses même plus la question, tu t'en fiches, le corps, et tu le vois changer, donc tant mieux. Mais bien tu sûr. t'en fiches en fait. Ouais, tu vas prendre ton boost de plaisir. Quoi, Mm. là, clairement, c'est hormonal. Hein. Tu as d'un coup un gros coup d'endorphine, tu fais oh ouais. Alors, si tu es en train de te dire je dois le faire parce que je vais avoir de l'endorphine, déjà, tu développes des hormones de stress qui sont pas bons et qui va diminuer ton shoot à la fin. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Mm. Ok, eh ben, je te remercie pour ce petit podcast. Je trouve qu'il est intéressant. Ça peut donner dans ton cheminement. Et vraiment, moi, c'est ça que j'apprécie là. C'est
comment passer de la théorie à la pratique, comment on peut voir que parfois la théorie c'est bien cool, mais n'oubliez pas qu'il y a la pratique. Et pareil, hein, de l'autre côté, c'est bien d'être pratique, mais il y a des moments où c'est intéressant d'apprendre des théories parce qu'on se dit, ah, mais ça en fait, je comprends pourquoi à chaque fois c'était pas si cool ou que j'avais pas le résultat. N'oubliez pas, hein, l'un est lié à l'autre, mais l'excès de l'un ou l'excès de l'autre n'est pas forcément positif. Tentez d'aller vers théorie, pratique pour avancer. Je te remercie pour ces quelques minutes et ce partage. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à mettre sous la vidéo, comme ça elle pourra vous répondre. Elle est souvent sur Facebook en train de gueuler sur sa patte de tigre. Donc, n'hésitez pas. Et comme ça, on pourra éventuellement, si vous avez d'autres questions, on pourra refaire un podcast. Elle a ton site internet, tu peux le rappeler? Donc, www.hypnophile.com. Phil, P-H-I. P-H-I-L-E. D'accord. Et vous verrez, elle a fait un programme tabac, c'est ça? Tu l'as mis en ligne ton tabac? Non, là, tu as Alors, donné c'est un pas un truc. programme tabac, ouais, c'est pour se préparer à devenir non-fumeur. C'est ça. Et t'as mis quelque chose là pour cette période, se retrouver. C'était quoi que t'as. Alors, il y a mincir durablement, mais celle pour la période, c'est renforcer son système immunitaire. Donc, celle-ci, elle est gratuite. Ouais. Enfin, gratuite, il faut rentrer un code et après, elle est gratuite. Et il y en a une autre, c'est pour assainir l'air intérieur. Tu vois. Donc, voilà, ouais, je crois que j'en ai mis 4 en ligne. Là, je suis en train d'en faire une autre sur l'autosanté féminine, mais il va me falloir un petit peu de temps. Et une autre que je vais mettre gratuitement aussi, confinement et les enfants. Confinement enfant. Ok, yes. Donc n'hésitez pas à passer sur son site. Je le mettrai sous la vidéo, comme ça vous pouvez y aller. En ce moment, tu es en off, donc tu réponds pas forcément aux mails. Tu es off hein, en ce moment. Ah non, j'ai repris l'activité, mais T'as de la repris. maison. Là. Ok, donc vous pouvez l'envoyer un mail si vous avez besoin davantage de renseignements sur ce qu'elle fait. Voilà, et je te remercie, et puis à plus tard. Ça